Tak dobrý den, dobré odpoledne přejeme. Vítáme vás na další masterclass letošní letní filmové školy. Bude opět česko-francouzsky, takže pokud nemáte sluchátka a nerozumíte jak česky, tak francouzsky, tak si je prosím ještě pořiďte vzadu u kolegyně. Na kanálu číslo 1 budete mít tlumočení do češtiny, na kanálu číslo 2 případně do francouzštiny, pro ty z vás, co by to potřebovali obráceně. A přivítejte prosím hosta dnešní masterclass a vzácného hosta letošní letní filmové školy vůbec, Michel Ocelot. Děkujeme, že jste přijal pozvání do Uherského Hradiště i na dnešní masterclass. Pokusíme se vás provést, nebo pan Ocelot sám především svojí tvorbou, a měl by zbýt na konci i dostatek času na vaše otázky, abychom měli čas na debatu. Tak doufám, že toho využijete. A než se pustíme do rané tvorby Michela Ocelota, tak mě by zajímaly vaše rané dětské vzpomínky. Co jsou vaše vůbec nejstarší dětské vzpomínky a co jsou nejstarší vzpomínky spojené s knihami nebo s filmem? Bon, des souvenirs de livres, j'en ai dès le début, avec des parents enseignants. J'ai eu tout de suite des livres. Le cinéma, ça tombe bien, je le dois au pays tchèque. Mon enfance d'école primaire, 5 ans d'école primaire, s'est passé en Guinée, à Conakry. Et au début, j'étais le seul blanc dans une classe noire. Et je n'ai que de bons souvenirs. Et c'était aussi une enfance particulière parce que pendant l'année scolaire, nous étions en Afrique, mais pendant les grandes vacances, on revenait en France. Ce qui fait que je n'étais jamais un déraciné. J'avais des racines ici et là. Et j'ai eu la chance d'avoir une telle enfance. Alors, le souvenir énorme que je dois rapporter, c'est... Ah oui, ils ont tous des... J'avais pas compris. Vous avez tous des écouteurs. Bon, très bien. Alors, souvenir énorme, c'est l'Afrique. C'est le soir. On est chez des amis. Il fait un peu frais, c'est la nuit. Tout est ouvert. Il y a peut-être une légère brise. Et quelqu'un allume quelque chose. J'entends le déclic. Et je vois une lumière très forte. Et puis, je regarde de l'autre côté. Et je vois sur un mur blanc la photo d'un magasin de jouets. Un vrai magasin de jouets. Et petit à petit, d'abord, on voit un homme avec des bottes noires. On sent que c'est un méchant qui va faire du mal. Et je pense qu'il va mettre le feu à la boutique. Et les jouets qui sont comme les miens, qui sont vraiment comme ça, que je connais, on voit que c'est des vrais, du tissu, du bois, des choses peintes. Ils se mettent à bouger. C'est des jouets comme les miens. Ils se mettent à bouger magiquement. Et c'est absolument fascinant. C'est beaucoup plus fascinant que Toy Story, parce qu'en Toy Story, on voit que c'est une image inventée et n'importe quoi peut arriver. Là, c'est des vrais objets, des vrais
c'est pas dessiné, c'est vrai. Et ça se met à bouger. Et c'est délicieux, c'est magique. Et donc les petits soldats se mettent à marcher au pas. Une boîte s'ouvre, il y a une voiture de pompiers qui sort. Il y a un petit avion, les hélices se mettent à tourner et l'avion s'envole. C'était sensationnel. Et ça m'a touché parce qu'il y avait une histoire. On lutte contre un méchant. Et je comprenais bien l'histoire. Et il y avait aussi la magie. C'était des vrais objets. C'était pas du dessin. Et ça bougeait. Donc il y avait deux choses. J'étais pris par deux enchantements. Et c'était la révolte des jouets de Hermina Tirlova. Et c'est une chose très touchante, c'est la magie de l'art et la magie du cinéma. Hélas, Hermina Tirlova ne savait pas que, au moment où elle avait probablement une revue pas trop réjouissante au début des années 50, elle ne savait pas que, au loin, au milieu de l'Afrique, un petit blanc était touché par ce qu'elle avait fait et était pris pour la vie. Eh bien, je suis bien content de pouvoir vous raconter ça. Bon, là, c'est un beau souvenir d'enfance. A kdy jste se poprvé sám pokusil rozhýbat nějaké věci, animovat, nebo o tom začal přemýšlet? C'est assez tard dans ma vie parce que à cette époque, c'était bien avant le numérique. Et je n'avais pas, on avait très peu accès au cinéma. Mais votre question, c'est quand est-ce que j'ai commencé à en faire? Oui. J'ai commencé assez tard. Je n'avais pas de quoi le faire. C'était années 50 et 60. Je n'avais pas les outils. Mais peut-être quand j'avais 16 ans, j'ai eu accès à une caméra et j'ai tout de suite fait avancer une poupée et c'était magique. Et puis j'ai fait tout de suite avec cette caméra des petites animations en papier blanc découpé. Mais c'était un départ trop lent. Je n'avais pas de table de montage. J'avais un projecteur 16 mm qui, à mesure qu'il tournait, accélérait. Donc je ne savais jamais ce que j'avais fait. Et il avait tendance aussi à déchirer les films en diagonale. Donc c'était très décourageant. Mais je pense que j'ai commencé à faire de l'animation qui ne s'appelait pas de l'animation dès la petite enfance. Donc, par exemple, j'étais tout petit, j'ai pris un papier, une feuille de papier, je l'ai pliée en deux, et j'ai dessiné sur des côtés une maison avec des fenêtres avec des volets. Donc plusieurs fenêtres avec des volets. Et j'ai découpé les volets. J'étais déjà habile de mes 10 doigts. Et dans chaque ouverture faite, j'ai écrit un message pour ma maman. Et c'était pour moi vraiment un vrai film, parce que donc j'ai écrit ce message, j'ai rabattu les volets, je l'ai apporté à ma maman et je suis vite parti.
Et c'était vraiment du cinéma, c'est-à-dire que ça marche même quand on n'y est pas. C'est une des magies du cinéma. Ça continue à tourner, on n'y est pas, mais quelqu'un est en train de voir l'œuvre. Et donc, ma mère a petit à petit, d'abord, elle s'est demandé ce que c'était. Elle a ouvert petit à petit les volets, et elle est arrivée à la fin. Je l'aimais bien. Donc, il y a eu au début une chose qu'on ne comprend pas, quelle est cette maison où vous l'avez fermée. Ensuite, petit à petit, on comprend, et à la fin, on est heureuse. On peut dire que c'est mon premier film d'animation. Mais c'était ma maman qui faisait l'animation, ce qui est encore mieux, c'est elle qui faisait tourner les volets. Alors là, je suis grand comme ça, hein, j'étais pas vieux. J'ai fait d'autres choses comme ça, mais mon enfance était une enfance heureuse, d'enfant très actif. Et tout ce que je faisais me préparait à mon métier. Il n'y a pas de moment où quelque chose change, c'est toujours la même chose. Je suis plutôt heureux, je fais des créations, je m'amuse bien, je fais jouer les autres, et j'essaie de faire du bien, et d'amener un peu de beauté. Et ça a toujours été mon action. Voilà. Jaké jste měl rád vypravěče? Ať už v knihách, nebo vypravěče naživo, nebo jakkoliv, protože vypravěč je vždycky, nebo vypravěčka někdy, důležitá postava ve řadě vašich pozdějších filmů. Mais là, vous parlez de mon premier film, Maman, je t'aime ou d'autres choses? I o všech následujících. Máte řadu filmů, kde vypravěč je důležitý. J'ai fait oui, parce que j'ai fait un deuxième film sans savoir qu'un jour j'aurais une caméra et un projecteur, mais c'était l'époque où les photos de famille étaient faites en diapositive, des images transparentes qu'on projetait sur le mur. Alors j'ai pris un papier semi-transparent et je l'ai coupé à la dimension des photos transparentes et je l'ai fait passer. Et sur cette bande, j'ai dessiné des dessins à l'angle de Chine, de la dimension des photos qu'on projetait. Et j'ai raconté toute une histoire et je passais les images petit à petit. Et il y avait un commentateur, c'était moi. C'est-à-dire que c'était une histoire racontée avec des dessins qui se succèdent. Et il y avait aussi du son, ma voix, qui disait ce qu'il fallait, qui traduisait des affiches en chinois, etc. Donc c'était aussi un autre premier film. Bon, maintenant, narrateur, dans mes autres films, il y en a un dans les Trois Inventeurs, mais il n'y en a pas tant que ça. On pourrait voir un petit bout des Trois Inventeurs. Une grande inventrice et une petite inventrice. Ils habitaient tous trois une grande maison qu'ils avaient construite eux-mêmes et peu à peu agrandie et perfectionnée, car tous trois passaient leur journée à inventer, à travailler à leurs rêves et à ceux des autres.
L'idée de ce film, c'était qu'on m'avait beaucoup reproché avec un autre. J'ai Léon, vous voyez, des animaux en couleur. On m'avait reproché, c'était mon premier travail officiel, on m'avait reproché de ne pas respecter l'organisation de Walt Disney et d'avoir de l'artisanat et du papier découpé. Pour Les Trois Inventeurs, qui était le début officiel de ma carrière pour moi, on m'a reproché de faire du papier découpé et je me suis dit, eh bien, je vais faire vraiment du papier découpé sans le cacher jamais, en l'éclairant de côté, en faisant toutes sortes de choses avec ce qu'on peut faire avec du papier. Et c'était mon premier film avec lequel je voulais qu'on me reconnaisse, mon départ. Je vais vous montrer les trois autres extraits. Si je retrouve... Ouais. Encore un.
Voilà, pour mon premier film vraiment public, j'ai voulu faire d'une part quelque chose d'exquis et d'autre part quelque chose de très dur. On ne se méfie de rien au début et petit à petit je montre l'intolérance et la violence d'une manière très violente, plus que ce que vous voyez là. Et c'était pour les adultes. Au début, je ne pensais pas faire de films pour les enfants. Ça ne m'est pas venu à l'idée. J'étais un auteur. C'était pour les adultes, mais comme c'était de l'animation, on ne l'a montré qu'aux enfants. Voilà, c'est une des malédictions de l'animation. Tenhle film získal v roce 1980 cenu BAFTA pro nejlepší animovaný snímek. Bral jste to jako potvrzení toho, že jste na správné cestě a že vám to teda otvírá tu klíčovou kariérní příležitost? Ça ne m'ouvre aucune porte et ma carrière est terrible. Ma vie est divisée en deux, avant Kirikou, après Kirikou. Avant Kirikou, je suis un artiste pauvre et incompris. Je fais de loin en loin un petit film comme celui-ci. Et je suis chômeur. Et c'est horrible. Là, on peut peut-être... On va passer à une autre image de mes films, c'est la silhouette. Comme j'étais chômeur, j'avais du temps et je faisais des ateliers pour les enfants. Et l'idée, c'est de toujours trouver de quoi faire de l'animation sans argent. Entre parenthèses, ce qu'on croit être mon style, c'est simplement le manque d'argent. Alors, je faisais des films pour des ateliers pour les enfants et j'essayais de changer de technique chaque fois. Et à un certain moment, je me suis dit, je vais leur faire faire du Lotte Reiniger, donc un grand précurseur qui a fait le premier long métrage européen, peut-être du monde, avec le prince Ahmed. Elle a eu l'idée d'utiliser la silhouette noire qui se faisait avec des marionnettistes. Elle a utilisé l'idée de le transformer en image, en animation. C'était une très bonne idée. Alors, les enfants, en 5 jours, ont fait des choses très belles. Et ils ont fait aussi pas mal de métrages. C'est-à-dire, non seulement c'était beau, mais en plus, c'était pas juste 30 secondes. Ça a duré longtemps parce que on pouvait en faire. La fabrication était assez rapide et la démonstration était brillante. C'était un grand atelier avec plusieurs petits ateliers avec des techniques différentes. Je n'étais pas seul. Et à la fin, on projette tout ce qu'on a fait dans les 5 jours. Alors, il y a du dessin animé qui est enfantin et pas compréhensible et très court. Il y a de la pâte à modeler qui est enfantine, pas compréhensible et très court. Du papier découpé, pas compréhensible et très court, etc. Mais tout à coup, la silhouette arrive, professionnelle, dessinée, rentre dedans, brillante, et avec assez de temps pour raconter une histoire. La démonstration était irrésistible. J'avais trouvé de quoi faire des films avec peu d'argent. Donc, merci à Lotte Reiniger et aux enfants. Donc, je vais vous montrer des choses.
Donc c'est une vraie silhouette éclairée à contre-jour. L'intérêt, c'est que, d'abord, c'est très beau. La silhouette noire, c'est beau. Et je peux mélanger plusieurs matières. Comme c'est à contre-jour, c'est toujours noir. Et là aussi, on s'amuse bien. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est la Reine Cruelle et le Montreur de Fabuloso. Le scénario, c'est que la Reine Cruelle a des prétendants. Si ils doivent se cacher, si au coucher du soleil, la Reine Cruelle n'a pas trouvé où il se cachait, il épousait la reine. Si elle découvrait sa cachette avant le coucher du soleil, elle le tuait. Et là aussi, un très beau méga radar dont je vous parlerai après. Le soleil. Oh, mais il est temps. Voyons le premier. Assez joli, mais pas plus malin que les autres. Détection. Détection. Ah, la mer. Sans un bateau. Transparence. Transparence. Tiens, une baleine. Transparence. Ah, un sous-marin. Transparence. Le voilà. Désintégration. Désintégration. C'est ton maître. Je ne voulais pas sa mort. Il s'est obstiné. Là, c'est le Il héros. va recevoir, comme les autres, le salaire de sa présomption. Eh bien, le soleil, il va disparaître. Plus vite. Enfin, c'est impossible. J'ai perdu. Ne te réjouis pas. Ton maître est mort. Il a trouvé le seul moyen d'échapper au méga-radar. Il s'est donné la mort. Et le méga-radar n'a plus eu personne à détecter. J'ai perdu. Je l'ai perdu. Lui, je le voulais. Tu n'étais qu'un prétexte. Lui pouvait me sauver. Je n'en peux plus. Je ne tuerai jamais plus. Mais c'est trop tard. Je suis un monstre. Et seul. Pour l'éternité. J'ai apporté un petit peu de papier découpé. Je vous ai fait une... On a déjà parlé hier. Tout ce que vous venez de voir, et c'est fait avec une feuille de papier noir, une paire de ciseaux, et un peu de fil de fer pour les articulations. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Et c'était intéressant parce que on s'amusait comme quand on avait 10 ans. On était à la campagne, on n'était que 7 au lieu d'être 70. Et quand il y avait un problème,
on le résolvait nous-mêmes. On ne téléphonait pas à Silicon Valley. On ne savait pas que ça existait, peut-être. Et comme c'était à contre-jour, on pouvait mélanger toutes sortes de choses. Et certainement, il y a une princesse qui se transforme en limace. On ne pouvait pas le faire en papier découpé. On a pris de la pâte à modeler qu'on a animée image par image dans le décor habituel. C'était une pâte à modeler marron, mais à contre-jour, elle était noire. Je pourrais quand même continuer à vous montrer des choses. Un bel exemple de trouvaille, parce que on est intelligent et amusé. Le méga radar, qui est une parabole très tridimensionnelle, c'est pas possible de le faire en papier noir. Là, on voit quelque chose et là, on voit plus rien. Et on l'a trouvé dans la poubelle, une bouteille de soda dont le fond était arrondi. On l'a coupé, on l'a peint en noir et on l'a animé image par image dans l'espace. Ou bien l'autre exemple facile, on marchait tous les jours sur un vieux sac de plastique transparent et puis je l'ai pris et je l'ai regardé comme ça et j'en ai fait la brume qui se défait devant le mont Fuji. Et ça marchait très bien. Tout était fait de cette manière. Je vous montre une princesse. C'est une jambe de prince. Là, une princesse qui bouge de toutes les manières et qui parle. Alors, je ne sais pas si on voit quelque chose, mais elle parle. Alors, cette silhouette, au début, je l'ai prise parce que j'avais pas d'argent, mais ensuite, je l'ai beaucoup aimée et j'y reviens de temps en temps sans problème d'argent aussi grave qu'avant. Donc, cette chose que j'ai fait par faute d'argent, ensuite, je suis arrivé à faire des choses que je voulais, qui me plaisent, et le manque d'argent ne m'a pas gêné du tout. C'était tout simple, et ça, c'est un film qui continue à tourner. Et qui est devenu une célébrité, alors que c'était une petite série qui est passée 2 fois et qui est complètement oubliée. Là, c'est un exemple où le manque d'argent m'a servi à quelque chose. Il y a d'autres fois où le manque d'argent me gêne beaucoup. Puisque j'ai des choses ici, je vais vous montrer aussi la petite inventrice. Oui, mais I have to find
Yes. Ouais. C'est tout. Et derrière, il y a du... Derrière, il y a un peu de fil, et puis voilà. Zacharias. Non, non, je ne voulais pas. Bon, la suite, c'est simplement que j'ai aimé ça et que j'en ai fait d'autres. Et j'en ai fait aussi, pas en papier découpé, mais en images de synthèse. Parce que je sortais de faire un long métrage en images de synthèse, 3D, et je savais faire, et on a fait de nouveau des silhouettes noires aussi simples. J'ai apporté aux informaticiens les vraies poupées et j'ai dit vous faites aussi simple et vous n'avez pas honte d'être simple. Et alors l'avantage du numérique, on s'amuse beaucoup moins qu'avec ça, mais ça va plus vite et on peut faire aussi des décors splendides parce que au début le décor devait être translucide parce que c'était vraiment de l'animation d'ombre à contre-jour et le décor devait être translucide pour laisser passer la lumière. Donc je n'avais droit qu'à un peu d'aquarelle, donc les décors étaient un peu simples. Mais avec le numérique, Photoshop arrive, je peux faire ce que je veux, et à chaque fois, je fais une orgie. Et là, l'intérêt du numérique, c'est les décors. Je passe au suivant et vous me posez les questions que vous voulez. Moi, je suis impressionné par cette installation. J'ai l'impression d'être un président de la République ou le pape, deux belles personnes qui traduisent les pauvres paroles et elles les traduisent en les mettant bien logiques, avec le verbe au bon endroit. Enfin, merci. U těch vystřihovaných siluet, které jste nám právě ukazoval, jak důležité je zvolit velikost toho, jak velká bude vynálezkyně, jak velká bude čarodějnice, aby se s tím dobře manipulovalo, aby to dobře vypadalo a aby to dobře fungovalo. Jak důležitá je ta velikost? Non. Elle est importante et on n'avait pas trop de problèmes avec la silhouette noire. On faisait plusieurs princesses, petites, moyennes, grandes, peut-être même une grosse tête pour qu'elle parle bien. Mais je ne pouvais pas faire ça avec les trois inventeurs parce que je dépendais des napperons qu'on trouve sous les gâteaux. Et je n'avais je n'avais pas une déclinaison des napperons petits, grands, immenses. Je n'avais qu'une échelle. Donc je l'ai fait avec une seule échelle, ce qui était un tour de force. Jak vznikl Kirikou, ten nápad na tu postavu i samotný ten projekt, který vám posléze změnil život? Il était évident qu'une fois grand, après une enfance africaine heureuse,
je devais faire un film africain. Donc, j'ai lu beaucoup de contes africains qui, comme les autres contes du reste du monde, ne sont pas toujours intéressants. Heureusement que je suis là, parce que je les améliore. Mais je suis tombé sur un conte qui m'a électrisé tout de suite, qui commence par une femme enceinte et une petite voix sort de son ventre qui dit « Mère, enfante-moi ». Et ça, je ne l'avais jamais rencontré. Commencer avant le commencement. Et c'était aussi un élément que je trouvais africain, ne pas avoir peur du corps et de ce qu'on fait avec le corps, en particulier on fait des enfants. Et une autre chose que je trouvais un petit peu africaine, c'est que la mère ne panique pas. Elle répond calmement. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul. Et tout ça me touchait beaucoup. Et ensuite, là, c'est dans le conte africain qui m'a inspiré. Ensuite, l'enfant sort tout seul, demande des nouvelles de ses parents. Là, j'ai mis un peu plus terrible que dans le conte africain. Là, tous les hommes du village ont été mangés par la sorcière. Il n'y en a qu'un qui reste, et il est en train d'aller affronter la sorcière. Et le petit garçon qui s'est lavé tout seul sort de la calebasse et file aider un adulte. Et lui, il n'a que quelques minutes. Son âge, c'est quelques minutes. Ça m'a énormément plu. Je me suis dit, avec ce garçon, cette mère, et l'idée d'être tout petit, tout nu, et d'aller aider un oncle à combattre une sorcière, ça me plaît. Alors, dans le conte africain, le début mère-enfantement, c'est dans le conte, mais dès que l'enfant est né, l'auteur ne s'intéresse plus à la mère, et moi, elle m'intéressait beaucoup. Et ensuite, le conteur ne s'intéresse pas à l'enfant. Il devient très rapidement un grand héros comme tout le monde. Et ça ne m'intéressait pas. Et pire que tout, à la fin, ce grand imbécile, tout ce qu'il fait à la sorcière, c'est la tuer. Et je me suis dit, mais après un si beau début, il faut que ça soit audacieux et beau comme le début. Et donc, pour le reste, j'ai tout changé. Une fois que l'oncle est sauvé, j'ai inventé toute la suite. Et bon, les Africains pensent que je suis africain et que j'ai bien compris l'âme africaine, mais c'est le film que je voulais faire. Et c'est un film humain. C'est l'humanité qui m'intéresse. Mais j'ai aussi donné beaucoup de fierté aux Africains. Et 30 ans après, on continue à me remercier. Et je suis content de ça. Quand j'ai dit je vais faire un film africain, les professionnels m'ont dit mais fais pas un film africain, l'Afrique n'est pas vendeur. Mais j'avais quand même mon Afrique dans la tête, j'étais sûr de moi. Je me disais mais si on n'a jamais fait sérieusement de film africain, je vais en faire, et le fait que ce soit pas vendeur, ça va être un avantage. Tout d'un coup, il y a un film africain où si ça se passe en Afrique, il n'y a que des Africains. Le gros... Oh, on va regarder un petit peu d'images. Bon, la phrase qui a changé ma vie,
Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul. Je m'appelle Kirikou. À la surprise générale, non pas à la mienne. Le film a eu du succès. Tout le monde prévoyait que ça n'aurait pas de succès. Et comme c'était un long métrage d'animation français, ça ne pouvait pas avoir de succès. On me reprochait aussi les visions du corps. C'était ce que j'ai appris en Afrique, c'est ne pas avoir honte d'avoir un corps. Et j'ai montré la vie que je connaissais, où les enfants restent tout nus assez longtemps, et les femmes avaient soit une robe complète, soit un peigne, et elles étaient torse nu. Et on me disait, tu vas nous faire faillite, t'as pas le droit de montrer ça, on ne pourra pas vendre aux États-Unis, et en France, il y aura une levée de boucliers devant cette image. Alors, être vendu aux États-Unis, c'était vrai, mais j'allais pas faire une chose laide et immorale juste pour vendre aux États-Unis. J'ai accepté de ne pas vendre aux États-Unis et aussi un peu à la Grande-Bretagne. Et quand c'est sorti, au lieu d'y avoir des protestations et des levées de boucliers, ça a été l'harmonie universelle. Et personne n'a parlé de la nudité. Tout le monde a compris que c'était normal et tout le monde l'a aimé. Et en plus, ça n'était pas qu'un succès français. Ça fonctionnait un peu dans tous les pays, sauf aux États-Unis et en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne nous a dit, la BBC nous a dit, même à 11h du soir, on ne peut pas montrer ça. Alors quand je vous dis que ça a eu du succès un peu partout, je vais vous le prouver. Je m'appelle Kirikou. My name is Kirikou. Io mi chiamo Kirikou. Ich bin Kirikou. Me llamo Kirikou. Boku no na wa Kirikou da. Jeg heter Kirikou. Jag heter Kirikou. Jeg hedder Kirikou. Zovem se Kirikou.我的名字叫做吉利姑。Kirikou, tutti sena. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Klidně i kdokoliv z vás, samozřejmě. Mě by zajímalo
Kirikou mimo jiné klade otázku, jestli zlo musí mít vždy nějaký důvod, jestli je zatím nějaké proč. Byla to otázka, kterou jste si kladl a proto je vtělená do té pohádky, do toho příběhu? Là, on parle de pourquoi les méchants sont méchants. Je l'ai posé quand j'étais petit. Mais je l'ai posé en France, pas en Afrique. En Afrique, tout le monde était gentil. Oui, c'est une question que je me suis posée, que je continue à me poser et dont je parle. C'est une question très, très importante. Et il y a quelquefois des raisons. Et Kirikou exige de savoir. Prakticky všechny vaše filmy mají i nějakou knižní podobu. Kirikou, který se dočkal 2 pokračování, měl i divadelní podobu. Co je nejvíc důvod k tomu, že svým filmům dáváte i tu knižní výpravnou podobu? Je transpose mes films en quoi? En livres? Ah! Mais c'est que j'aime les livres. Et avec les livres, on voit autre chose. On reste sur l'image sur laquelle on a envie de rester. Au cinéma, non, c'est pas possible. Et puis, on voit aussi qu'on a bien travaillé. Parce que sur l'image fixe, on voit que tout est bien fait. Mais le point de départ, c'est toujours le cinéma. Et après, je fais un film, un livre, alors j'essaie de bien le faire, c'est moi qui le fais, ce n'est pas un droit dérivé, c'est un livre. Voilà. Je veux tout, en fait, chaque fois. A pohádka jako žánr se vám nikdy nevyčerpala a nikdy nevyčerpá, že se pořád vracíte k pohádce jako nějakému základnímu způsobu vyprávění? Le conte de fées, c'est mon langage. Il me permet tout et je vais continuer comme ça. Le conte de fées m'autorise à faire quelque chose de joli tout le temps. Le conte de fées me permet de mettre de très beaux costumes. Le conte de fées me permet de raconter tout ce que je veux, sans que les gens se méfient. C'est un conte de fées, c'est pour les enfants, et ils arrivent sans leurs armes, sans leurs cuirasses. Et je leur rentre dedans et c'est eux qui pleurent. Máte někdo nějakou otázku další? Jestli ne, tak se pojďme posunout dál i k tomu, jak jste postupně zapracovával do své tvorby nově přicházející technologie a nové techniky. Alors, je vous rappelle, ma période avant Kirikou, c'est la frustration complète. Je suis toujours prêt à me tuer au travail, mais je n'ai pas les outils et je ne peux pas me tuer au travail. À partir de Kirikou, de toute façon, tout à coup, je suis un auteur à succès. Et là, je suis prêt à me tuer au travail avec des outils que je ne connaissais pas. Et enfin, j'ai accès aux outils et j'essaie de goûter à tout. Et ce deuxième long métrage, Azur et Asmar, les personnages sont totalement 3D informatiques.
parce que je voulais goûter à tout. Ensuite, j'ai utilisé toutes sortes d'autres techniques, comme le relief, comme le spectacle sur scène. Dernièrement, le dôme avec l'image 360. Donc la 3D est venue tout à coup et m'a beaucoup plu. Et je n'ai pas eu de problème, alors que je ne savais rien faire, du temps de l'animation à la main et papier découpé, je savais tout faire. Maintenant, non. Mais seulement, je sais parler aux gens et on se comprend. Donc, Azur et Asmar, c'est très bien passé, très très bien passé. Allez, un petit coup de Azur et Asmar. Azur va rencontrer la princesse Shamsou Sabar et il rentre dans le palais royal. Shamsou Sabar! يتفضل ضيف الأميرة شمس الصباح. ليتفضل ضيف الأميرة شمس الصباح. Une des choses qui m'a plu dans la 3D informatique, c'est qu'on peut un peu viser la perfection. Et là c'est parfait, impeccable. Et il s'est aussi passé quelque chose à cet endroit. La beauté de la 3D numérique, c'est que si on est arrivé à sculpter un très beau visage, il reste beau dans toutes les positions et dans toutes les vitesses. En dessin animé, au bout d'un moment, le dessin ne va plus aussi bien et le personnage n'est plus aussi beau. Et là, il est toujours beau. Et le héros Azur, là, il ne se passe rien. Le héros Azur, quand les portes se referment derrière lui, ne fait que regarder comme ça. Et les enfants au Maroc ont applaudi parce que c'était beau. Ça, c'était extraordinaire. Qu'est-ce que je peux pour vous maintenant? Já bych možná od vás rád slyšel něco trochu o vaší spolupráci se zpěvačkou Björk. Jednak proto, že to je výjimečný případ videoklipu, který jste dělal, a taky proto, že to je případ smíšené techniky, kde jste využil různé polohy vaší tvorby, abyste vytvořil videoklip právě pro ní. Alors, un jour, j'ai trouvé sur mon ordinateur « Accepteriez-vous de rencontrer Björk ?» J'ai répondu « Oui, j'accepte de rencontrer Björk » en pensant que c'était une plaisanterie. Et puis un jour, j'ai ouvert ma porte et il y avait Björk. Et elle venait à cause de Kirikou.
Et sa petite fille aime beaucoup Kirikou. Je crois qu'elle le connaît par cœur en japonais et en français, parce qu'elles ont découvert Kirikou au Japon. Je lui ai dit, maintenant, si vous voulez travailler avec moi, je viens de terminer un film qui s'appelle Azur et Asmar. Que vous ayez aimé Kirikou, c'est très bien, mais maintenant, pour bien travailler avec moi, il faut aussi que vous voyez Azur et Asmar. Et j'ai ouvert mon petit ordinateur et je lui ai montré. Et donc, elle est restée en plus 1h45, qui n'était pas prévue. Si ça avait été une vedette américaine, on lui aurait interdit. Là, elle était seule, elle faisait ce qu'elle voulait. Elle est restée donc 1h45 en plus. À la fin, elle a applaudi et elle a sorti le même petit ordinateur. Elle m'a fait écouter son disque et surtout la chanson qu'elle voulait que j'illustre. Et moi, au lieu de lui faire des compliments, je lui ai dit « Mais pourquoi venez-vous avec cette chanson ? Elle est violente et incohérente, et ce que je veux apporter aux gens, c'est l'inverse. » Alors, elle a été un peu déstabilisée par cette question, et puis elle m'a dit c'est pour ça. Bon, sous-entendu, débrouille-toi. Alors, comme c'était violent et incohérent, je me suis permis d'être pas trop violent quand même et un peu incohérent. J'ai dit à sa maison de disques, je peux commencer le tournage en juin. La maison de disques m'a dit, vous devez livrer 3 mois avant juin. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais comme c'était Björk, j'ai dit oui. Parce que je voulais absolument travailler avec un personnage exceptionnel, cohérent, doué, avec du courage. Alors comment est-ce qu'on livre 3 mois avant la fin du tournage? En faisant de la silhouette noire. Et je me suis rabattu sur la silhouette noire et toutes les autres techniques que j'avais apprises. Il y a aussi beaucoup de 3D informatique. Mais grâce à la silhouette noire, je savais prendre des raccourcis qu'on ne peut pas prendre autrement. Et je lui ai livré la chose donc 3 mois avant l'avoir faite. Et elle était très contente, et la maison de disques aussi. Prosím, my pošleme mikrofon, aby jsme mohli tlumočit, tak vydržte chvilku. Vy jste přišli k té hudbě, hudba je ve vašich dílech velmi výrazným prvkem. N'entends pas. Haló? Já se zeptám na hudbu, když jsme přešli k té hudbě, protože hudba je ve vašich filmech velmi výrazným prvkem. Tak jak moc jste na tu hudbu náročný vy osobně, když vám ten skladatel tu hudbu odprezentuje, tak to musí nějakým způsobem být v souladu s tou vaší fantazií. Jak moc jste na to náročný? Nebo jestli jste měl štěstí na ty skladatele, nebo jak to bylo? Je suis assez exigeant. Ce qui est triste, c'est que je ne suis pas musicien. Et je ne crois pas avoir vraiment du goût pour juger, sauf mes films. Pour mes films, je suis enthousiasmé par la musique, je sais exactement ce que je veux. Bon, c'est toujours des musiques originales. Je sais à peu près où il faut de la musique et où il n'en faut pas, mais je discute
avec le compositeur. Le compositeur, c'est la première personne que je contacte, c'est-à-dire il va avoir des années pour faire sa musique et pas 15 jours comme d'habitude. Donc on discute ensemble, on voit ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. J'indique souvent les instruments. Et en gros, je suis très contente de mes musiques. Et quant à Silhouette, ça a été toujours le même, et c'est délicieux. Kirikou, bon, quand je préparais le film, on me disait on va faire la musique à Paris, on sait très bien la faire. J'ai dit non, c'est un film africain, il faut que ça soit un compositeur africain. La musique, c'est vraiment quelque chose que l'Afrique nous a apporté. Alors on me répondait mais la musique n'a pas de couleur, ça sera très bien à Paris. Mais je suis arrivé à enregistrer la musique en Afrique avec Youssou N'Dour, qui est aussi une assez grande pointure de la chanson. J'ai eu aussi des demandes très précises qu'il n'a pas aimées. Je dis pas de guitare électrique. Et il me disait, mais je suis un compositeur contemporain, j'ai besoin de guitare électrique. Je dis, non, on doit faire que des vieux instruments avec du bois et de la peau, et ça aura cette couleur, des instruments bien physiques. Et ensuite, tu n'as pas le droit au tam-tam, parce qu'il n'y a pas d'hommes au village, donc tu vas faire une musique africaine sans tam-tam. Tu as le droit de te venger à la fin. À la fin, tous les tam-tams reviennent, et il faut que ça soit sensationnel. Et ça a été le cas. L'ensemble est très bien. Ensuite, à Azur et Asmar, j'ai eu Gabriel Yared, qui est à la fois français et libanais. J'adore sa musique. Tout est bon dans le film, toutes ses musiques. Et ça lui a fait un peu de bien parce que, adolescent, il rejetait absolument l'Orient et il ne voulait que de la musique occidentale. Et il l'a fait toute sa vie. Et avec Azur Asmar, il était obligé de retourner au Liban, d'écouter ce qui se faisait, et il m'a remercié. Il a retrouvé quelque chose, mais il est très fort et il peut faire ce qu'il veut. Non, et ça, bon, le son rajouté à la musique, le son rajouté à l'image, c'est un grand plaisir. Mais il arrive que je n'utilise pas certaines musiques parce que finalement, c'est pas mieux. Ça m'est arrivé précisément, sans musique, c'était mieux. La musique disait un peu, là, vous êtes ému, mais ça, je ne veux pas le dire. Il faut l'être, mais il ne faut pas le dire. Et ça faisait un peu télévision, là, vous êtes ému. Et non, je l'ai enlevé, et c'était beaucoup plus émouvant. Voilà, vive la musique. Mais surtout la mienne, enfin, celle pour mes films. Chcete někdo další se ptát? Tak prosím, tady. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na ten film Azur a Asmar. Vzhledem k tomu, že to byla teda 3D animace, tak vy jste tam nepůsobil jako animátor a byl jste teda spíš takový jako spíš takový art director toho projektu. Pardon, j'entends rien. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux le dire en français, mais c'est pas trop bien.
Je n'entends pas. Ja. Je n'entends pas la traduction. Otázka zněla, jak to bylo s animací filmu Azur a Asmar, protože vzhledem k tomu, že tam byla poprvé použitá ta 3D technologie, tak jste patrně nepracoval jako animátor, ale jako spíš pozici art directora. Takhle zněla ta otázka, že? A jako jakým způsobem na to dohlížel zde, jako oni vycházeli třeba ze storyboardů? Avec storyboard, on ne peut pas faire un film d'animation sans storyboard. Et le storyboard va plus loin que le storyboard. On fait ensuite un animatique. C'est-à-dire qu'on scanne toutes les images du storyboard et on fait un montage cinéma avec une succession d'images fixes, mais montées comme au cinéma, rapide, lent, et avec tous les dialogues. Et ce qui fait qu'on sait comment le film est avant qu'il existe. Et quelquefois, on se demande même, est-ce que c'est bien la peine de faire de l'animation? On a tout compris comme ça. Donc, animatique, ça c'est sûr. Ah oui, l'animation, moi-même, faire de l'animation 3D, non, je ne sais rien faire. Et on travaille pour moi et on comprend ce que je veux. Ça, c'est un trop grand changement de technique. Je ne m'y suis pas mis, mais il y a aussi que je n'y tiens pas. Je suis plutôt un auteur qu'un exécutant. Donc, même si je savais, je ne le ferais pas. Je suis devenu quelqu'un qui crée les personnages, qui invente l'histoire, qui écrit les dialogues, qui fait le storyboard animatique, qui esquisse une partie des décors. Et puis ensuite, je suis un chef d'orchestre avec tous les exécutants devant moi et j'essaie de diriger tout ça. Někdo další? Jo. A nechybí vám potom občas třeba ta jako samotná animační práce? Nestýská se vám po ní? Le travail comme pour Azur Asmar, c'est un travail très, très austère, où il faut qu'on soit très, très raisonnable. Pour le cartoon où on s'amuse, on peut faire des choses énormes et on s'amuse en animant, mais cette animation, elle est quand même très austère à faire. Et j'ai... Avant Kirikou, je faisais l'animation parce que je n'avais pas de quoi m'offrir des animateurs. Mais maintenant, je ne regrette pas l'animation. Déjà, faire les dessins, l'histoire, les dialogues, le storyboard, c'est énorme. Jestli někdo přemýšlíte o nějaké otázce, tak moc neváhejte, protože čas letí, máme nějakých 5-10 minut do konce, tak jestli se na něco chcete zeptat, tak to moc neodkládejte. Jinak mě by zajímalo, vícero vašich filmů jsou příběhy v příbězích, nebo trojice příběhů v jednom filmu. Proč vás tenhle formát láká? Proč se k němu vracíte? 1h30, je pense que c'est trop pour l'animation. L'animation marche très bien en pièces courtes, comme les contes traditionnels. C'est jamais très long. Et c'est bon comme ça. Mais c'est plus ou moins interdit parce que les courts-métrages, on ne sait pas comment les montrer. Et le public est un peu inquiet quand il y a plusieurs courts-métrages plutôt qu'un grand avec une seule histoire.
Donc dernièrement, j'en ai fait un avec 3 histoires, mais moi ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire, je suis un conteur et je joue avec les gens. Nous sommes ensemble et nous faisons comme si ensemble. Et ça m'intéresse de me poser en conteur et vous dire, je vais vous raconter plusieurs choses. Et vous allez me suivre et vous allez demander à votre cerveau d'arrêter une chose et de commencer autre chose. Vous n'avez pas le droit de vous enfoncer dans votre fauteuil. Il faut être vif et prêt à changer et prêt à comprendre 3 langages différents, en fait. Et si possible, en étant heureux. Donc, quand je peux, là, dernièrement, un producteur a bien voulu le faire. J'ai fait un film avec 3 histoires très différentes, sans liaison. Voilà, ça me plaît. Máte oblíbené nebo preferované barvy? Já koukám na tu vaši nádhernou košili barevnou. A zajímalo by mě, jestli jak pro filmy, tak v osobním životě máte prostě barvy, kterým dáváte přednost a jak s nimi potom třeba pracujete. Alors, je n'ai pas de couleur préférée. Ce que j'aime chez les couleurs, c'est qu'il y en a plusieurs. Pour les films, nous vivons dans un conte de fées. On a accès à toutes les couleurs, toutes les valeurs, toutes les matières. Il n'y a aucune limite et il faut en profiter. Pour chaque décor, il faut s'offrir une orgie. Et c'est ce que je fais. Depuis le numérique, je vais d'orgie en orgie. Et les choses viennent naturellement. C'est pas assez beau, on le fait plus beau, plus beau. Puis quand on est arrivé à un niveau acceptable, on arrête et on passe à autre chose. Entre parenthèses, j'aime beaucoup ces images. Je les regarde depuis le début. Voilà, tout ça c'est du plaisir. On fait ce qu'on veut. J'aime bien l'oiseau. A ty obrazy mají taky kruhový charakter a ta vaše vlastně úplně nejnovější práce pro ta planetária a pro projekce do kupolí jsou kruhové, stejně jako ty obrazy, co jste teďka zmiňoval. A probíhá tam lov. C'est beaucoup plus rond. J'en montre? Oui. Mm-hmm. Donc ce que je vous montre, c'est ce qu'on fournit au dôme. Donc ça sera, ce que vous allez voir est monstrueux, mais c'est ce qu'on fournit au dôme. Ça va être projeté sur tout l'ensemble de la coupole et on doit livrer ça. Et il faut faire un film pour ici, un film pour ici, un film pour ici, un film pour ici, un film pour ici. C'est une histoire de fou. Le beau château, la drôle de chapelle, sans fenêtre, la belle campagne, un
Un chemin qui mène à la rivière. Voilà, c'est ce qu'on livre. Une jolie fille au bord de l'eau. Laissons passer ce vieillard. Oh, je cours chercher du secours. La sotte idée d'aller chercher du secours au lieu de secourir. Voilà. Mais jamais plus. Ça, je préfère le spectacle normal. On n'a pas des yeux sur la nuque et je préfère un vrai spectacle en face de nous. Chcete to někdo uzavřít nějakou svoji otázkou? Très bien, on va lui donner un bon point. Hein. Merci pour le point. Já bych se chtěla zeptat, jestli máte nějakou radu pro někoho, kdo by se chtěl věnovat animovaným filmům pro děti. Já se teda věnuju sama loutkové animaci a chtěla bych se věnovat filmům pro děti, tak zda máte nějakou radu. Mon conseil, c'est de ne pas faire des films pour les enfants. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai jamais pensé à un public particulier. J'ai fait mes films le mieux possible et je me suis rendu compte que... Enfin, je fais des films qui doivent m'intéresser, moi, aujourd'hui, pendant que je les fais. Et je me suis aperçu que mes films que je faisais un peu innocemment, j'essaie de faire un bon film et c'est tout, je ne sais pas pour qui c'est. Mais les enfants l'ont beaucoup aimé et je pense qu'ils aiment bien qu'on ne les prenne pas pour des bébés. Et le métier d'un enfant, c'est de voir tout, d'entendre tout, de retenir tout pour être préparé pour plus tard. Et il faut absolument mettre dans les films des choses que les enfants ne comprennent pas pour qu'ils progressent. S'ils comprennent tout, ils vont rester des imbéciles toute leur vie. Et pour Kirikou, qui a eu un grand succès, je pensais que c'était pour tout le monde, mais à partir de 7 ans, l'âge de raison. Et sur les affiches, il y avait écrit à partir de 5 ans. Je me suis dit, les marchands sont des sales types, les enfants de 5 ans, ils ne peuvent pas comprendre. Et puis j'ai vu des salles remplies d'enfants de 5 ans qui ne bronchaient pas, qui étaient intenses, qui restaient jusqu'à la fin du générique, et puis des salles avec des enfants plus jeunes. Maintenant, on montre le film beaucoup dans les écoles maternelles. Alors au début, je ne comprenais pas. Et puis ensuite, j'ai compris que, bon, on a déjà un cerveau qui fonctionne très bien. Et l'enfant est habitué à ne pas comprendre. C'est normal de ne pas comprendre. Dans une maison, on ne comprend pas la conversation de papa et maman. On ne comprend pas pourquoi, quand on appuie sur le bouton, la lumière s'allume ou s'éteint, mais on ne comprend rien. Et c'est la vie normale. Et dans un film qui a des choses qu'on ne comprend pas, on n'est pas troublé. Mais par contre, on l'a entendu et ça s'est inscrit quelque part. Et il y a plusieurs choses dans la compréhension de l'enfant. L'enfant comprend, tout simplement. Ou l'enfant devine, mais il devine bien. Et troisième, l'enfant comprend rien, mais il emmagasine. Voilà, bon, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi.
Mais la révolte des joujoux d'Hermina Kirlova était pour les enfants et ça a bien marché pour moi. Puis c'est quelquefois en fait très agréable. Oui, bon, c'est peut-être en dehors de la question. C'est souvent agréable de faire des films pour les enfants, soi-disant pour les enfants. On a le droit d'être gentil et innocent sans avoir honte. Et les spectateurs pensent que je me mets à la portée des enfants. Pas du tout. Je parle aussi aux adultes qui ont toujours un bout d'innocence à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si ça va vous aider. Et il faut que vous fassiez des choses qui vous passionnent aujourd'hui. Parce que mes films en conte de fées, s'ils se passent, c'est pour tout de suite, c'est pour aujourd'hui. Mais en conte de fées, on est mieux habillé. Là, ça va. Vous n'êtes pas trop mal habillé, mais ça, c'est quand même pas extraordinaire. Vous avez un beau tissu, très bien. Vous aussi. Alors, les personnes qui ont du noir, non, jamais plus. On ne doit pas porter de tissu noir. C'est une mauvaise action. Mais alors là, c'est une majorité. Bon, vous avez les cheveux noirs, ça va avec. Quelquefois, je permets un petit peu. Mais quand même, le noir, c'est non. Le noir, c'est rien. Le noir, c'est quand on ferme les yeux. Ah, le noir plus la couleur, c'est bien. Mais le noir que avec du noir. Si j'étais religieux, je dirais c'est un péché. Vous imaginez le paradis tout peint en noir? Voilà. Donc là, je fais attention. Quand je vais sur une scène, je fais très attention. Je ne suis pas toujours habillé comme ça, mais j'ai une chemise noire, mais jamais avec une veste très colorée. Donc, en gros, pas de chemise noire. Mais là, il y a beaucoup de noir. Mais ça fait des confettis. On a le droit au noir quand on gère la couleur. Tak i trocha módní policie byla nakonec. Děkujeme moc. Díky, že jste přišli na dnešní masterclass a děkujeme samozřejmě hlavně vám, Michel Ocelot. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci, vous m'avez aidé à être quasiment intelligent. Il y avait les bonnes questions, je savais quoi dire.